Alors, je vais continuer sur la partie maintenant forme. La question, comment organiser son poste? La forme, comment on fait pour faire son poste? Parce que c'est bien joli d'avoir l'idée, mais comment on l'organise? Antoine, comment tu fonctionnes pour organiser un poste et pour l'écrire? En fait, il faut qu'il soit structuré de manière logique. Plus un texte est structuré de manière logique, cohérente, plus il est facile à lire. Encore une fois, il faut revenir à l'idée que les gens vont le plus souvent lire votre post depuis leur meilleur ami, le smartphone. Ils seront peut-être debout dans le métro à l'heure de pointe. Et donc, dès qu'ils vont voir un post un peu trop compact ou dont la structure n'est pas évidente, ils vont juste laisser tomber, ils ne vont pas le lire. Donc, l'idée, c'est vraiment de structurer de manière à mettre en évidence les points clés. Donc, ce qui fonctionne bien sur la forme, c'est vraiment raisonner en termes de checklist. Par exemple, et c'est ce qu'on voit souvent et ça marche bien, c'est des posts, encore une fois, très utiles. Je reviens au mot utile, hein, des posts de coach qui posent une problématique dans l'accroche avec des verbes d'action. D'accord ? Les verbes d'action accrochent beaucoup plus que des verbes un peu abstraits. Donc, on va rester dans les textes, dans les verbes d'action. Et ça peut être, par exemple, 3 techniques pour mieux utiliser Canva dans l'accroche. Et puis ensuite, le texte, le post sera structuré avec des paragraphes et chaque paragraphe correspond à l'une de ces 3 techniques. Donc, on annonce la couleur dans l'accroche et après, quand l'œil humain il scrolle à toute vitesse depuis son smartphone, il comprend tout de suite quelle est la logique du texte et ça va le porter à le lire. Ça marche, merci. Donc, première indication. Très, très intéressant. Guillaume, justement, parce que Canva, Antoine fait référence à ton dernier post sur Canva, qui je crois a bien marché en plus. On verra ça tout à l'heure sur les indicateurs clés de performance. Mais en termes de forme, qu'est-ce que tu rajoutes en plus de cette organisation de contenu? Je ne sais pas, il paraît que les carousels, les vidéos, etc. Dis-nous un petit peu là-dessus. Alors, je fais un petit partage d'écran pour vous montrer ça. Alors, en fait, si vous voulez, alors, il est en train de se lancer. Tac. Alors, en fait, moi, j'ai 4 styles de posts, de type de posts. Je vais avoir le plus classique qui est le simple texte, où là, vous misez clairement tout sur votre façon d'écrire, votre copywriting. Vous avez la partie vidéo, où là, je vais mettre en avant des machines pour rendre un petit peu plus visuel mon secteur d'activité. La partie qui est au centre, avec la légende qui a sauté, c'est cool, avec un texte plus une photo pour attirer l'œil. Et le dernier, qui est le carousel, qui est vraiment ma forme préférée. Mais si je peux vous donner quelques astuces, c'est que la partie texte, alors ça peut marcher très bien, mais c'est risqué parce qu'en fait, il y a une technique qu'on appelle le scroll stopper. Le but, c'est que la personne, quand elle va scroller avec son téléphone, c'est qu'elle soit attirée par votre post. Et c'est vrai que si vous ne mettez pas de photos, de vidéos ou de carousel, vous avez que votre texte, donc vous vous enlevez potentiellement une chance que la personne le voit. Et donc moi, vous l'avez compris, j'adore le carousel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un élément dans LinkedIn qui est important dans l'algorithme. C'est ce qu'on appelle le dwell time, c'est-à-dire le temps passé par un utilisateur sur votre contenu. Plus les personnes vont passer du temps sur votre contenu et plus LinkedIn va le valoriser et le montrer. Donc ça, on le verra peut-être dans les KPI après. Et le carousel, en fait, vous pouvez apporter beaucoup de valeur. C'est un PDF, c'est un simple PDF que vous importez et où vous racontez soit une histoire, soit vous donnez un max d'astuces et les gens, en fait, le défilent tout simplement. Voilà. Alors, il y a un point, là, tu l'as mis de côté, mais sur la forme, pour connaître tes posts, tu payes de ta personne beaucoup. Oui. C'est-à-dire que tu es très souvent, et on le voit sur le visuel à droite, là, en plus, tu t'es mis un petit chapeau, etc. Mais tu es très souvent dessus. Est-ce que les posts qui te montrent, sur lesquels tu apparais, fonctionnent mieux ou pas? Ah oui, Ou le texte à clairement. pile ne marche pas à tous les coups? Ouais, non, mais clairement, tu as raison, c'est une bonne corrélation. Effectivement, les postes où je suis dessus, alors, parce que moi, je partais d'un enjeu qui était important, c'est que le print, le métier d'imprimeur, parce que mon père et mon grand-père étaient dans l'imprimerie, donc c'est plutôt un secteur que je connais bien, que j'aime profondément. Et en fait, il avait un souci d'image un petit peu poussiéreuse, ça c'est ce que beaucoup de responsables com ont dit. Et en fait, je me suis dit, je vais prendre l'inverse, le contre-pied de ça, et je vais me mettre en avant avec des poses un peu sympas, un peu marrantes. Et en fait, effectivement, tu as raison, les posts où je suis en photo, effectivement, ont un meilleur reach, une meilleure visibilité que les autres.
Voilà. Sachant qu'à priori, de ce que j'ai lu, mais on n'est pas dans le sacro-saint LinkedIn, pour l'instant, LinkedIn n'analyse pas très bien les visuels des posts, à la différence d'Instagram et de Facebook. Et donc, du coup, si l'algorithme vous met en avant, c'est plus parce que les utilisateurs trouvent que c'est intéressant qu'il y ait quelqu'un et donc cliquent plutôt qu'une personne qui est visible. On n'est pas sur des algorithmes d'Instagram où le fait qu'il y ait de l'humain est privilégié sur autre chose. En tout cas, c'est ce que on a pu noter, ce que j'ai pu lire moi de mon côté. Très bien, merci pour ça. Au niveau des accroches, Philippe, c'est la forme, l'accroche, parce que tout à l'heure, on parlait du fond de l'idée, mais comment on trouve une punchline? Oui, mais ça, si j'avais vraiment la recette, je serais très riche. Mais donc, c'est vrai qu'en effet, il faut. Moi, le dernier petit buzz que j'ai fait, j'avais commencé Cher Connard, quoi. Et ça, c'était le visuel. Et en plus, il y avait la gueule de Cantona, quoi. Et donc, voilà, il y avait une partie de l'information par l'accroche. Après, c'est qu'il faut garder, c'est le lecteur, quoi. Guillaume l'a dit, à un moment donné, il faut arrêter que les gens scrollent ou passent d'un poste à l'autre, quoi. Donc, il faut qu'ils restent chez vous pour qu'ils aillent jusqu'au bout du poste, hein. Et en fait, quand on analyse en fait un flop, on va plutôt dire ça, c'est quand il y a un poste qu'on pensait potentiellement comment dire piquant et en fait où c'est le flop total, c'est en général c'est parce qu'il débute très mal, c'est qu'il commence de manière alambiquée. Et donc dès la première ligne, les gens ne comprennent pas. Et donc vous êtes dans votre cerveau, pour vous c'est limpide, mais en fait non, c'est absolument pas limpide. Alors la deuxième truc qui provoque que les gens ne vont pas s'engager, c'est quand vous développez deux idées. Parce que quand vous développez la première idée, les gens sont d'accord, ils sont prêts à liker, et puis après, vous développez une deuxième idée, et là, ils ne sont pas d'accord. Et donc, ils ne vont pas être d'accord, ils ne vont pas dire like, parce qu'en fait, ils ne sont pas d'accord sur la totalité. Et donc, là, il faut rester vraiment sur un seul sujet, ce qui nous arrange, qu'en fait, plus le format est court, plus vous avez des chances que ça fonctionne. Voilà. Alors, il y a également un troisième élément, et ça, c'est un défaut que j'ai réussi à gommer. J'ai une journaliste dans mon équipe, et je l'ai finalement appelé ça le check Rosiana. Rosiana, c'était mon ancienne employée qui était journaliste. Et donc, donc vous écrivez deux lignes. Et puis après, les deux lignes suivantes, donc le deuxième paragraphe, ça doit être une des conséquences normales des deux premières lignes, quoi. Il doit y avoir un lien. Ça peut être naturellement deux autres lignes. Mais si vous-même, les deux premières lignes, puis les deux autres lignes suivantes, il n'y a pas de lien, il n'y a que vous qui le comprenez, ben, c'est incompréhensible, quoi. Et donc là, il faut vraiment faire très, très attention. Également, il y a également quelqu'un qui est connu de tout le monde, ici presque tout le monde, c'est Loïc Simon, qui est également très bavard sur les réseaux sociaux. Mais il y a parfois certains posts de Loïc Simon, si vous n'avez pas vécu sa journée avec lui, son post est incompréhensible. Parce qu'en fait, il raconte sa vie, mais si vous n'avez pas passé la demi-journée avec lui, ben, il manque un élément qui est dans son cerveau ou dans votre cerveau. Donc, vous comprenez, mais personne ne comprend. Et donc, voilà, moi j'appelle ça, c'est comme les séries américaines, quoi. Donc, vous voyez, quand vous regardez Columbo, vous regardez Les Experts ou Plus belle la vie en France, vous avez affaire à un exemple, à un numéro, enfin, à un épisode qui est bouclé. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, mais vous avez votre bonheur pendant une demi-heure. Vous ne devez pas savoir tout Colombo, de ne pas connaître tout l'historique de Plus belle la vie. Mais il faut avoir suffisamment d'éléments de compréhension. Et dans un post, c'est ça en fait. C'est une mini-série, un mini-épisode, et il faut qu'il soit bouclé. Et si vous ne le faites pas, paf, c'est la sanction. Et la sanction, c'est zéro, hein, c'est-à-dire qu'il ne démarre pas. Hein. Alors, ça marche. Ça, c'était très, très intéressant. Je vais rebondir sur, justement, puisque tu parlais de visuel tout à l'heure et on va parler de la forme. Je vais rebondir sur ce type de poste dont il est très coutumier du fait, Benoît Dubos, pour ceux qui veulent le suivre, fait énormément de posts sans visuel. Et ça ne l'empêche pas, vous voyez, d'avoir 146 likes, 22 commentaires, etc. Comment vous appréhendez ce type de poste? Moi, je sais que personnellement, j'en fais peu. Est-ce que vous en faites, vous, de votre côté, des posts sans visuel, donc qui ont une forme très épurée? Voilà, votre retour par rapport à ça. Moi, personnellement, je n'opte pas pour cette formule-là. Maintenant, il faut faut recontextualiser Benoît Dudot, hein. En fait, le mec, il a déjà une communauté derrière lui. Et donc, lui, il a habitué sa communauté à ce genre de poste. Et donc, les gens, il y a une partie de sa communauté qui aime ça. Et naturellement, ben donc voilà, il a ses fans, quoi. Donc, c'est très difficile. Moi, je continuerai. Hein. Donc, il a trouvé en fait une touche. Hein. Donc, ce qui est assez génial. Donc, en fait, effectivement, ce qui est intéressant, ce que tu dis là, c'est que la forme
elle est liée effectivement à l'attente, encore une fois, l'écoute et l'attente de sa communauté, comment on communique avec eux. Exactement. En fait, quand vous prenez le journal Le Monde ou le Libération, vous ne vous trompez pas de journal. Hein. Vous savez où vous êtes. Hein. Vous n'avez même pas besoin de lire l'article. Donc, il y a, comment dire, un environnement graphique ou visuel qui vous permet, en fait, oui, je suis bien chez Libération, je suis bien au journal Le Monde, je suis bien chez Benoît, je suis bien chez Antoine. Et la forme joue aussi par oui, rapport à ça. Et surtout la répétition. Donc, en fait, tout le temps, utiliser les mêmes mots, etc. Quoi, hein. Donc, la répétition est très importante. Un discours sans en même temps de Macron, vous allez être très déçu, en fait, hein, très, très déçu. Macron aura changé. Donc, ça fait partie Ça marche. du personnage Macron. Guillaume et Antoine, vous avez des points à ajouter ou pas? En fait, c'est ça. C'est ce que Philippe dit, c'est qu'il faut avoir sa propre signature, sa propre identité. Et ça passe par avoir des gimmicks. Hein, comme on dit en anglais, des gimmicks, c'est un peu une marque de fabrique, un trait distinctif. Donc, moi, j'ai une certaine manière d'écrire, un certain ton. Ça fait partie de mes gimmicks. Guillaume, on pourra en parler, il fait carrément appel à une mascotte qui s'appelle Quenouille. Et donc, en fait, il est pas le seul auteur de ces posts, Guillaume. Il y a aussi donc cette grenouille qui apparaît dans la plupart de ces posts. Et donc, ça fait partie de ces gimmicks. Et plus effectivement vous marquez votre identité, plus vous êtes susceptible finalement d'abord d'être remarqué par des premiers lecteurs et puis de créer cette fidélité. C'est-à-dire, limite, les gens vont attendre votre prochain post parce que ils apprécient vos gimmicks et en quelque sorte, ils se sont abonnés, quoi. Même inconsciemment, comme on peut s'abonner à un YouTuber, par exemple. Et c'est ça, hein, c'est qu'en fait, ce que tu appelles les gimmicks, c'est des gimmicks qui peuvent être à la fois sur le fond et aussi sur la forme. Quand je vois les posts de Guillaume, toujours de la même couleur, avec où tu te mets en avant, etc., il y a un travail là-dessus. Dans les entreprises, on peut brander ça ou aider les social sellers à avoir leur propre visuel de leur côté. À eux aussi d'avoir des moyens d'outils. Alors justement, en parlant d'outils, ton dernier post sur lequel moi-même j'ai réagi, je m'en rappelle sur Canva. En outil, tu utilises beaucoup Canva. Nous aussi, mais justement, Guillaume, dis-moi, parce que moi, je suis un adepte, je suis un ancien graphiste, donc un adepte d'InDesign, et en fait, Canva, c'est carrément plus pratique, a priori. Alors, ouais, c'est très juste. Juste par rapport à la question d'avant, effectivement, moi, les postes courts rédactionnels, c'est quelque chose que j'apprécie pas. Enfin, que je n'ai pas de plaisir à écrire. Et l'autre point, vous l'avez très bien dit, vous parlez de quenouille, ma grenouille, donc ma mascotte, effectivement, et de mon jaune, qui fait partie de mon personal branding. C'est un moyen de me reconnaître et effectivement, j'utilise beaucoup ce moyen. Ensuite, pour Canva, en fait, je suis parti d'un truc tout bête. C'est que moi aussi, j'ai fait des études de pré-presse, donc de création de fichiers, donc ce qui me permet d'aider les clients quand ils ont des galères sur la suite Adobe. Mais en fait, je me suis aussi rendu compte en échangeant avec mes clients qu'ils utilisaient de plus en plus Canva. Et de plus en plus Canva pour faire du print. Donc, je me suis dit, bah, il faut que je devienne un collab sur Canva, que je passe beaucoup, beaucoup de temps dessus pour les aider déjà quotidiennement quand ils ont une galère dessus, pour rendre imprimable leurs fichiers. Et aussi parce que, on ne va pas se mentir, ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Vous avez votre template qui est prêt, vous dégainez. Moi, les carousels, je ne veux pas faire peur aux gens, mais un carrousel, moi, je mets entre 3 et 5 heures à le faire, à peu près. Oh, Voilà, parce que en fait, c'est pas la partie mise en page qui va me prendre du temps, c'est la partie vulgarisation de mon métier d'imprimeur. c'est la partie fond, en fait. Bah oui, et comme je peux pas c'est pas la m'inspirer partie forme. d'autres, comme je peux pas m'inspirer d'autres créateurs de contenu, voilà, ça fait Mais partie. alors, je rebondis là-dessus parce qu'on a beaucoup de personnes dans le marketing avec nous. Ça, c'est intéressant, c'est que ça peut être délégué dans les entreprises et nous, on le voit quand on met en place des stratégies d'entreprise. Il peut y avoir des carousels qui peuvent être mis en place et l'intérêt de Canva par rapport à d'autres outils, c'est qu'en fait, on peut faire des carousels types qui peuvent être après customisés par ceux qui ont vraiment envie de prendre la parole ou de mettre leur touche. Et ce que je trouve génial, moi, là-dessus, c'est comme avec Google Drive ou autre, c'est que c'est ce partage. Et là-dessus, je vous invite vraiment à mettre le nez dedans. Version gratuite, on peut quand même faire des choses avec de façon assez puissante. Alors, je vais continuer sur ma lancée. Alors, attendez, toc, je vais partager mon écran. Hop. Voilà.
Partage. Avant de passer sur le point d'après, j'avais une slide à vous montrer, qui est une slide qu'Antoine utilise et que je vais me faire fort de l'expliquer, parce que pour synthétiser tout ça, on parlait de crédibilité, on parlait de parler effectivement et d'écouter nos cibles, hein, les personnes à qui on veut parler. Et pour ça, il est intéressant de voir que nous à Hello Réseau, on synthétise ça en 3 leviers. Alors, c'est peut-être un peu caricatural, mais ça a le mérite au moins de donner un axe. Pour réussir son contenu, il faut de la bienveillance dans un contenu. Il faut de la contribution. Et si on peut aller sur la friction, ça fonctionne. La bienveillance, c'est quoi? C'est d'être affectif. On l'a tous vu là, dans tous les fonds, et Guillaume en a très bien parlé tout à l'heure, le fait de se mettre en avant, le fait d'être généreux, le fait de montrer qu'on est généreux, le fait peut-être de le formaliser avec du jeu, avec une prise de parole personnelle et pas caché derrière une page ou une republication, ça fonctionne énormément. La contribution, ça va sans dire, on en a parlé jusque-là, c'est-à-dire toujours être généreux, mais pas au sens affectif du terme, mais au sens contributif du terme, apporter du contenu, donc ça veut dire bien comprendre sa cible. Et enfin, peut-être amener un peu d'humour ou de la polémique. Ça, c'est le connard de tout à l'heure, le connard de Philippe. Ce que je veux dire, c'est le contenu connard, hein, loin de moi l'envie d'insulter Philippe. Pour ceux qui tombent sur la vidéo maintenant et ils disent mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Mathieu? Non, Philippe a mis en avant des contenus où il dit mais cher connard, c'est d'interpeller. Alors ça c'est en fonction de votre curseur, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à de l'insulte, vous pouvez faire des contenus et peut-être jouer sur l'humour. En tout cas, ça c'est intéressant, je pense que c'est intéressant de le remettre en avant, c'est une slide qu'on transmet et qu'Antoine connaît par cœur. Et que je voulais mettre en avant. Et c'est ça, hein. Pour compléter ce que tu dis, Mathieu, c'est ce que j'ai mis dans la conversation de groupe, c'est que souvent, être piquant, c'est être clivant. Quand vous êtes clivant, forcément, vous êtes piquant. Et pour introduire du clivant dans un post, on peut poser une question gênante, on peut faire de la provocation, on peut faire de l'anti-vente. Par exemple, Guillaume pourrait faire un post dont l'accroche serait « Le print, pourquoi ça ne sert plus à rien ?» C'est de l'anti-vente. On a l'impression qu'il se Tu viens de balancer un post que je vais faire. Bien joué. Mais évidemment, dans le post, il va dire l'inverse. C'est ça. Alors, il y a un point qu'on n'a pas, parce qu'à force de faire des webinaires, on oublie quelquefois qu'il y a des nouveaux sur LinkedIn qui découvrent l'outil. Il y a un point important sur LinkedIn, c'est que votre post, c'est d'abord 3 premières lignes et ensuite un contenu. C'est-à-dire qu'il va apparaître sur les 3 premières lignes et ensuite, on a le en savoir plus. Et ça, il faut vraiment jouer là-dessus. Ça, c'est une forme qui est proposée par LinkedIn. Certes, le visuel est présent, mais l'idée, c'est de cliquer sur le en savoir plus. Donc, de faire cliquer sur le en savoir plus. Et ça, c'est intéressant, c'est ce que dit Antoine, c'est qu'on peut attaquer sur du clivant et descendre complètement derrière l'idée pour intéresser. C'est ce que font les journalistes, hein. Quand on a des titres sur un journal, c'est exactement ce qu'ils font. Ils vont mettre un gros titre et puis après, derrière, ils vont descendre.